Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. On est le 21 janvier au soir et l'épisode 10 de la saison 1 de Big Brother Célébrité Québec vient d'être diffusé. L'épisode de ce soir contenait la cérémonie du veto. Donc, on allait savoir enfin si Richardson allait utiliser son veto pour sauver Kevin ou Laurence ou décider de ne rien faire pour rester neutre. Il y a eu d'autres petites scènes cocasses tout au long de l'épisode. On a aussi vu beaucoup de stratégies. Donc, on va aller directement dans le cœur de la vidéo. L'épisode débute avec les contre-coups de la compétition du veto. Donc, directement après, on voit les candidats retourner dans la maison. On voit justement les gens parler à Richardson, essayer de le féliciter, prendre son pouls un peu sur ce qu'il veut faire cette semaine avec son veto. On voit aussi l'Alliance des 8 commencer à faire des plans pour soit essayer de s'attirer Richardson de leur côté, ou sinon pouvoir s'assurer d'avoir assez de nombre garanti pour garder Kevin à tout coup dans la maison. Comme j'ai mentionné dans la vidéo d'hier, ce que j'aime particulièrement de la victoire de Richardson du veto est le fait que c'est un agent libre et qu'il parle à peine de stratégie, non seulement à nous les spectateurs, mais non aussi à tout le monde dans la maison. Personne ne sait où est sa tête en termes de jeu. Et ça crée énormément de paranoïa, ça crée du stress, et on voit que les deux côtés essayent de s'attirer ses faveurs. On voit justement Richardson parler à Jean Thomas, et j'ai aimé cette discussion parce que à travers ça, on a vu que Richardson avait quand même bien compris les dynamiques de la maison. Il a mentionné justement penser qu'il y a deux alliances qui sont en train de se former, puis pour l'instant il est au milieu, puis il sait pas trop comment se placer, mais qu'il pourrait servir de son veto pour essayer de s'acheter la sécurité de la part d'une alliance pour au moins quelques semaines. Le fait de marchander son pouvoir du veto pour de la protection est une très bonne idée. Par contre, il faut qu'il trouve preneur. Et en choisissant un côté de la maison avec son veto, forcément, il va s'intégrer dans le jeu des alliances et là, la machine va être partie. Donc, il n'est pas encore trop sûr non plus de ce qu'il veut faire. Tout au long de l'épisode, on voit une Laurence un peu stressée, parano, qui essaie de trouver des solutions pour se sauver du trou dans lequel elle se retrouve présentement. Et une de ses stratégies est d'essayer d'amener Richardson du côté des Pennés. Donc, en marchandant une possible intégration à l'Alliance en échange de l'utilisation du veto pour la sauver cette semaine. L'affaire, c'est qu'elle n'ose pas prononcer le nom parce que les Pennés sont censés être une alliance secrète. Et Richardson essaye de justement savoir un peu plus d'informations sur le sujet, ce que Laurence ne veut pas faire immédiatement. Disons que c'est pas le meilleur speech devant. Je comprends qu'elle essaie de tenter le terrain. En même temps, c'est sûr que pour Richardson, il veut avoir des noms, il veut s'assurer que s'il est pour utiliser son veto pour la sauver, ben qu'il puisse être protégé avec des nombres. Parce que malheureusement, les Pennés n'ont pas. L'épisode de ce soir a aussi marqué l'apparition des défis secrets. Dans le fond, les défis secrets, c'est un principe qu'on voit dans le Big Brother américain et même Big Brother Canada depuis de nombreuses années. Dans le fond, ça consiste en les producteurs de Big Brother décident de donner un défi secret à un des candidats. À la réussite de ce défi-là, ben généralement les candidats vont recevoir quelque chose, soit un party, soit un truc qui va améliorer leur vie dans la maison, soit des fois de l'argent pour le gagnant. Mais généralement, c'est des récompenses qui sont données à toute la maison. L'heureux élu pour la mission secrète d'aujourd'hui est Jean Thomas. La mission secrète qu'il s'est fait donner est de concocter une délicieuse recette de spaghettis de sa grand-mère. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit dégueulasse, que personne l'aime, mais qu'elle soit comestible. Il doit jouer la comédie du fait que lui, il l'aime, et que eux, c'est pour leur donner envie de la manger, mais que eux trouvent ça tout dégueulasse. L'élément assez comique de ce défi-là, c'est que Jean Thomas, comme moi, est pourri en cuisine. Et donc, je relate, c'est Jean Thomas, je relate. Et, et donc, il capote. On le voit dans tous les états, je vous le montre présentement à côté de moi. Là, ici, là-bas. Et pour nous, ça donne de la bonne télévision. J'aime ça, ces petits défis-là. Je trouve que ça rajoute aux épisodes, ça fait que on s'emmerde pas. Et je pense que le fait de prendre Jean Thomas, qui est un des meilleurs narrateurs de la saison présentement, c'est pas le plus gros personnage, c'est pas le plus flashy, mais à chaque fois que je le vois, soit qu'il est stratégiquement épatant, ou soit qu'il me fait rire. Donc je suis content que ce soit lui qui ait le défi. On va s'en reparler plus tard. J'ai aimé aussi qu'on apprenne finalement qu'est-ce qu'il en était de Marie-Chantal. Ben, elle est en isolement dans la maison, dans une pièce derrière une porte. Et les autres joueurs dans la maison peuvent aller lui parler à travers justement la dite porte. Et ça donne des scènes un petit peu étranges où, vu qu'il n'y a pas de caméra là, ben on entend des voix à travers une porte, où il se passe pas grand-chose. Au moins, je trouve ça intéressant que les joueurs aient la possibilité de briefer Marie-Chantal,
autant qu'elle peut pas participer directement aux discussions, ben ça lui permet quand même de ne pas être totalement coupé des dynamiques de la maison. Et considérant qu'il y a un vote d'élimination qui s'en vient extrêmement rapidement, ben il faut qu'elle puisse en être au courant, il faut qu'elle puisse être à jour pour prendre la meilleure décision pour sa game. Donc honnêtement, je trouve que c'est pas incorrect. Puis ça va pouvoir peut-être avoir une influence sur le vote de cette semaine. Dans une autre scène subséquente, on voit 3 des Penney, donc François, Varda et Laurence, discuter justement de la possibilité d'essayer de rapatrier Richardson dans l'Alliance, essayer de voir si Marie-Chantal pourrait voter dans leur direction. On voit qu'ils essaient de trouver des nombres à gauche, à droite pour essayer de sauver Laurence de sa situation. Par contre, on voit un peu de réticence de la part de Varda et de François quant à s'afficher publiquement comme étant membre d'une alliance. Je comprends tout à fait pourquoi ils veulent pas s'exposer, mais j'en veux absolument pas à Varda et à François de vouloir sauver leur propos avant celle de Laurence. C'est pas leur problème, entre guillemets, surtout que les Penney sont déjà minoritaires. Donc c'est peut-être déjà mieux pour eux de quitter le bateau avant qu'il coule. C'est sûr que c'est chiant, mais c'est la triste réalité de Big Brother parfois. Varda mentionne aussi qu'elle pense vraiment pas que Rich va utiliser le veto puis s'allier avec un groupe dans la maison tout de suite. Elle dit que de ses propres mots, il lui a dit qu'il voulait pas se trouver d'alliance avant au moins 3-4 semaines de jeu. Honnêtement, ça m'a surpris parce qu'on essaie de le voir trouver des alliances à gauche à droite, mais foiré à répétition. Et j'ai peur que son indécision potentiellement quant à se mêler à une alliance va faire en sorte que ça va être tout le temps la cible facile et il pourrait se faire voter pour être sorti n'importe quand. Donc j'espère qu'il va être capable de s'intégrer dans les dynamiques un petit peu plus rapidement que ce qu'il le fait à date. Parce que je l'aime dans la maison, même si il fait pas grand chose. À chaque fois qu'on le voit, ses confessionnaux sont étranges, sont drôles, sont weird. Il rajoute énormément d'incertitudes dans la maison. Et ça, c'est fun. Parce que souvent, Big Brother va tellement être coupé carré en 2 alliances qui vont juste se tapocher à gauche à droite. Puis dès que un côté va avoir le pouvoir, ils vont s'attaquer à l'autre, puis il n'y a aucune chance pour l'autre de rien faire. Donc, ça fait que c'est plate des fois. Mais là, le fait que les joueurs facteur X qui veulent pas se mouiller, qui veulent pas s'intégrer dans les alliances, fait en sorte que il y a de l'imprévisibilité. Et de l'imprévisibilité fait en sorte que ça crée de la paranoïa. Et la paranoïa fait en sorte que les gens vont devoir penser à gauche, à droite, penser des stratégies A, B, C, D, E pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et ça, c'est tellement fun à regarder à la télé, c'est dynamique, c'est vivant. C'est là que les vraies dynamiques intéressantes se créent, puis le fait d'avoir un patron de la maison émotif comme Emmanuel et d'avoir un gagnant du veto indécis comme Richardson fait en sorte qu'on a ce dynamisme-là qui est si passionnant dans la game de Big Brother. Et je suis vraiment content que c'est le résultat qu'on a eu cette semaine. Pour revenir à la discussion des Penney, par contre, on voit justement François mentionner que Laurence essaie de le pousser à trouver des alliés pour eux pour essayer de la sauver cette semaine. Sauf que François, il dit justement, moi j'ai aucun intérêt à sauver Laurence, tant pis pour elle. On le voit justement mentionner qu'il veut absolument le contrôle de ses alliances, que pour lui, s'il n'est pas en contrôle des décisions, s'il n'est pas en contrôle de qui peut rentrer dans une alliance et qui en fait partie et comment les décisions vont être faites, ça l'intéresse pas. François est tellement arrogant et contrôlant. Genre, je l'aime parce que c'est un antagoniste. On a quelqu'un qu'on veut pas nécessairement qui gagne, on le trouve méchant. Il y en a qui l'aiment probablement, puis c'est bien correct. J'en connais aussi qui veulent vraiment le voir se faire éliminer. Le fait d'avoir un joueur comme François qui va jouer de manière crue, qui va jouer de manière cochonne un peu, qui va aller d'une alliance à l'autre, qui va être prêt à mettre des couteaux dans le dos de tout le monde, fait en sorte que c'est de la bonne télé. Puis ça donne un antagoniste qu'on peut voir se faire sortir et qu'on va pouvoir célébrer sa chute entre guillemets. D'avoir cet antagoniste-là dans la maison, fait en sorte que on commence à avoir vraiment des schémas de personnages, si on veut, un schéma actentiel quasiment qui se crée et qui se tient pour un bon bout de la saison. On a l'antagoniste, on a les protagonistes qui vont être, admettons, ceux qui vont être soit anti-François ou sinon peut-être les Penney qui vont être des underdogs de la maison. Tous ces pions-là sont en train de se placer de manière extrêmement claire, selon moi, et j'aime ça. Ça va justement préparer les futurs anicroches qui vont se passer, ça va préparer les futurs affrontements entre côté gauche et droit. J'aime où la saison s'en va pour de vrai. J'ai vraiment énormément confiance avec la direction que la saison prend. Puis le fait justement que François veut quitter les Penney, et plus dans les Penney en fait, fait en sorte que leurs nombres sont encore plus diminués et donc que les chances de survie de Laurence sont encore plus faibles parce que elle-même croit que François va voter pour la sauver. Fait, tous ces calculs sont erronés à la base. François va pas voter pour la sauver.
c'est aucunement dans son intérêt. On voit d'ailleurs Jean-François encore essayer de brasser de la merde dans une alliance quand il mentionne à Laurence et Varda que Jean-François et Rita Baga aurait changé de chambre potentiellement parce qu'il veut se pousser de l'alliance. Il sait que Laurence va pas avoir les votes cette semaine et donc il essaie de se faire des bonnes grâces de l'autre côté de la maison en changeant de chambre puis en étant plus impliqué dans leur dynamique à eux. Et j'ai vraiment adoré que Varda et Laurence soient juste catégoriques, genre non, il est peiné à Avignon, c'est sûr qu'il est pas de l'autre bord. Fait que ça fait comme dindindant mon François, essaye pas de bullshiter encore de quoi. Il est tellement cochon. Je sais, tu sais, on n'a pas accès à tout, fait que c'est peut-être vraiment, il a peut-être vraiment entendu des rumeurs comme quoi Jean-François voulait partir de l'Alliance. Mais, tu sais, avec le contexte qu'on a de nous en tant que spectateurs, ça fait tellement cochon. À tous les épisodes, il essaye de brasser de la marque quelque part. Ça n'a aucun sens. Tu sais, autant que ça me fait chier, autant j'adore ça. On arrive ensuite à la cérémonie du veto. Comme est coutume dans les autres saisons et les autres versions de Big Brother, on voit les deux candidats qui sont en danger faire leur discours pour essayer de tenter une dernière fois de convaincre Rich d'utiliser son veto pour eux. Avant même qu'on entende ce discours-là, par contre, on voit Richardson mentionner qu'il y a eu quelques propositions, il y a eu quelques discussions, mais il n'y a jamais eu vraiment de quoi d'assez concret pour qu'il soit prêt à commettre une décision et à arrêter de jouer la carte de la neutralité comme il joue à date. Honnêtement, comme autant que j'avoue que j'aimerais ça qu'il s'intègre au jeu d'alliance, que j'ai peur que ça soit une cible à cause qu'il l'est pas, autant j'avoue que j'apprécie le fait qu'il se garoche pas dès la première offre. T'sais, je pense qu'il sent que les peinés sont peut-être pas assez nombreux ou qu'ils sont pas assez solides, vu que Laurence va jamais tant pousser que ça. Donc, il n'y a aucun intérêt à aller se mouiller là-dedans. Le fait qu'ils disent qu'il est pas trop sûr de ce qu'il veut faire encore avec son veto, ben je le comprends. Je le comprends tout à fait. Les discours sont assez standards pour ce qu'on voit de Big Brother. On voit justement les deux candidats dire qu'ils vont respecter la décision de Richardson, peu importe. N'importe qui a écouté Big Brother au moins une fois sait que c'est comme le speech typique de cérémonie du veto. C'est vraiment très générique. Et c'était pas des speeches qui étaient si révolutionnaires, non. Et suite à ces discours un peu banals, on voit Richardson prendre la décision de ne pas utiliser le pouvoir du veto cette semaine. Honnêtement, ça me surprend absolument pas. On n'a jamais comme vu clairement pencher dans une direction ou l'autre. Fait que autant que j'aurais voulu qu'il en choisisse une, il l'a pas fait. Et ces explications me semblent légitimes pour sa connaissance des dynamiques du jeu dans la maison. On voit justement Laurence qui est encore plus dans un état de panique et de stress après que le veto n'ait pas été utilisé pour la sauver. On voit qu'elle essaye de compter les nombres qu'elle pourrait avoir, les nombres de votes qu'elle pourrait avoir pour la sauver cette semaine. Dans ces nombres qu'elle pense avoir pour ses votes, elle pense avoir évidemment les 4 peinés qui peuvent voter, donc Maxime, Varda, Jean-François, Tabaga et François. Parce que, par contre, c'est sûr que François, nous on sait qu'il n'est pas vraiment de ce côté-là, mais elle pense. Elle pense aussi avoir le vote de Richardson, vu qu'il lui a dit qu'il allait voter pour la sauver cette semaine. Finalement, on apprend qu'elle essaie d'aller chercher le vote de Marie-Chantal, encore en isolement. Et c'est qu'avec les 4 peinés, Richardson et Marie-Chantal, elle aurait 6 votes. Ce que ça fait, c'est qu'ils sont 11 dans la maison qui peuvent voter pour cette semaine. Donc, 6. Vous voyez la majorité. Et elle pourrait être ainsi sauvée. L'affaire, comme on le sait, c'est que non seulement François est plus dans les peinés, on apprend aussi que Varda est vraiment pas tant prête à sacrifier sa game pour sauver Laurence. Et je la comprends. Ça peut sembler égoïste, mais dans un jeu comme Big Brother, des fois, ça implique de l'aide. Ils ont beau être en alliance, c'est une game individuelle et au final, il y a juste un gagnant. Et Varda veut gagner. Donc, je peux pas la blâmer de vouloir abandonner Laurence ou de pas vouloir se battre pour Laurence au point de commettre son jeu. Il y a une autre discussion qu'on voit dans l'épisode que j'ai vraiment aimé entre Kevin et Lisandre, où on voit Kevin mentionner que Jean-Thomas lui avait dit que si le plan cette semaine pour le sauver de l'élimination foirait, qu'il allait être en tabarnouche, puis qu'il allait exposer toute l'alliance, puis qu'il allait être agent libre maintenant. J'ai pas envie que Kevin se fasse éliminer cette semaine, j'ai pas envie que Laurence non plus, fait que je suis déchiré, mais j'avoue que si Kevin se fait éliminer, la qui va se brasser dans la maison va être glorieuse. Genre ça pourrait tellement créer des conflits, puis des changements dynamiques majeurs, et honnêtement, j'aimerais quasiment ça, voir ça. Puis justement, non seulement que Jean-Thomas serait en tabarnouche, mais Kevin lui-même, en étant éliminé, il a dit qu'il exposerait tout le monde de l'alliance qui l'aurait trahi.
et serait prête à juste ruiner le jeu de presque tout le monde s'il faut. Et Lisandre a été dans la même direction. Une raison de plus pourquoi je me dis si Kevin se fait voter, ça serait tellement le bordel. C'est ce qui est dommage dans un sens, c'est que ma prédiction du début de la semaine, comme quoi le fait que Kevin se mette en danger pour aider Emmanuel, que ça pourrait tellement se retourner contre lui gravement. Et j'ai comme le feeling que c'est un peu ça qu'on voit arriver. Et j'ai peur pour Kevin, honnêtement. Je pense qu'ils ont les nombres, je pense qu'ils vont les garder, mais il y a quelques indices qui me laissent croire que ça se pourrait qu'il y ait un switch de dernière minute. Finalement, la dernière scène de l'épisode est la fameuse recette de Jean-Thomas. On le voit pendant la journée un petit peu cuisiner, inventer son histoire de pourquoi il veut faire sa recette. Et on le voit justement cuisiner et mettre une tonne de vinaigre et de sel dans la recette. Ça a l'air dégueulasse. Même lui, quand il goûte, il fait une face hilarante. On les voit après ça à 6 heures pétantes manger le fameux spaghetti de Jean-Thomas. Et j'ai tellement aimé la scène où, après Jean-Thomas ait mangé ses pâtes et ait fait semblant d'aimer ça, qu'il parte comme un raton laveur, puis qu'on voit tous les autres candidats manger. Fait que, ah ouais, c'est bon. Puis la seconde après, trouver ça absolument dégueulasse. Le montage était tellement rapide de tout le monde qui se moquait des spaghettis de Jean-Thomas. Non, j'aime ces scènes cocasses-là. Ça prouve que Big Brother, autant que c'est un gros jeu stratégique, aussi c'est une émission qui se prend pas au sérieux. C'est une émission qui est faite dans le bon fun, puis les petites missions secrètes qu'on donne aux candidats comme ça fait partie des éléments qui rendent l'émission comique et qui font en sorte que c'est pas juste la stratégie 24/7 qui pourrait être plate pour certains, puis c'est tout à fait légitime. Et le fait que l'adaptation québécoise de l'émission soit capable d'avoir compris ces éléments-là qui créent la recette parfaite de Big Brother et à date me semble appliquer comme du monde. Donc c'est un peu ce qui va conclure cette semaine de Big Brother. On a vu beaucoup de choses se dérouler, on a vu beaucoup de rebondissements, on a vu des joueurs utiliser de stratégies, d'autres absolument pas en tout. Et ça fait en sorte que ça a été une semaine très dynamique et qui a forcé certains joueurs à sortir de leur zone de confort niveau gameplay et j'ai vraiment aimé ça. Et ça nous laisse sur la journée d'élimination qui va se passer ce dimanche. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, vous pouvez vous abonner. On fait des vidéos du lundi au vendredi, donc à tous les jours de la semaine. Si vous voulez écouter cette vidéo en format audio, c'est disponible sous forme de podcast. Tous les liens sont dans la description en bas. Et donc, encore une fois, merci d'avoir écouté la vidéo. J'apprécie énormément. Prenez soin de vous, restez chez vous et à la prochaine.